Déjà noté. Planet. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Good Morning Planet, une émission de TAG, notre magazine numérique. On va parler aujourd'hui du quercus. Le quercus, c'est le chêne, l'arbre de la noblesse. Alors, il est considéré comme le roi des arbres à juste titre. Il symbolise la puissance et la pérennité. On a des chênes majestueux qui peuvent avoir 100, 200 ans, peut-être même des fois plus dans nos forêts. Pour en parler, je suis avec quelqu'un que vous connaissez maintenant, Xavier Rousset, qui est responsable de la filière forêt, bois, terre gris. Bonjour Xavier. Bonjour Adrien. Alors Xavier, toi tu es tombé dedans quand tu étais petit, je crois. C'est ça, une passion dévorante. Une passion dévorante, c'est le chêne. Une famille dans le bois, on le sait, mais pas forcément dans le chêne. Mais toi, t'as vraiment été piqué par cette essence. Oui, parce que le chêne, encore une fois, derrière cette essence, il y a toute la partie, historique qui se cache là derrière. C'est ce que tu disais, le côté majestueux. Et on se dit qu'un chêne, quand on l'exploite, un bois qui fait 80 ou 100 de diamètre, il a parcouru les siècles, alors qu'on était rien. Il a connu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et pour moi, ça a mis tout le côté mystique autour du chêne. Et c'est ce qui fait que cette essence est devenue pour moi vraiment une passion. Ça fait partie des essences. Alors, on sait bien que les matières premières, on en reparlera après, mais dans la continuité de ce qu'on dit, on sait que la matière première fluctue, les prix fluctuent. Et le chêne, c'est toujours bien porté, donc ça fait aussi partie des valeurs sûres en forêt quand même française. Le chêne, effectivement, c'est toujours bien porté, même si on connaît vraiment une grosse augmentation des cours depuis les années 2013, on va dire. Après, si tu veux, on va pouvoir rentrer dans le débat des prix. On peut toujours rentrer dans le débat des prix, mais on en parlera après, parce qu'on va déjà parler, je pense, de la sylviculture du chêne, si tu veux bien. C'est moi qui t'ai emmené sur le sujet, mais il faudra qu'on parle de ce débat du prix, parce qu'il est quand même intéressant, et puis parce qu'il y a combien de qualités dans le chêne. C'est compliqué à acheter. Très compliqué. Très compliqué, parce que aujourd'hui, le chêne, donc c'est une essence, une espèce, j'allais dire, qui est peu ou pas industrialisée au niveau de la transformation. Donc on est resté sur des marchés qui sont, je vais mettre des guillemets, de niche. Donc avec entre les différents acheteurs des grosses diversités de marché, donc des grosses diversités de prix, des grosses différences de cubage. C'est vraiment, on va dire que chaque sieur de chêne a sa qualité en fait. Ouais. La sylviculture, peut-être, on va commencer par le début. On plante les forêts. Est-ce que ça a du sens? Tiens, est-ce que ça a du sens de planter un chêne pour le voir couper 200 ans après? Allez, je te laisse avec cette question, parce qu'elle est intéressante quand même. Oui, il faut se mettre dans la peau de l'investisseur. Ouais, mais tout à fait. Mais alors là vous rentrez, l'investisseur rentre complètement dans pour planter des chênes aujourd'hui. Il faut être converti au chêne. De toute façon, faut que ça soit dans votre philosophie de dire ce que le travail que je vais faire, l'investissement que je vais amener en forêt, ça sera pas pour moi, pas pour mes enfants, un tout petit peu pour mes petits-enfants, un tout petit peu plus pour mes arrière-petits-enfants. Et ça, c'est quand même un concept. Aujourd'hui, incroyable. À l'heure du numérique, où vous allez sur Google, vous cliquez, et puis qu'en une seconde, vous avez l'information que vous voulez. Aujourd'hui, vous dire que vous travaillez pour 3, 4, 5 générations plus tard, c'est un concept, mais il y a encore pas mal de propriétaires qui sont des gens motivés pour planter du chêne. Mais parce que on peut quand même dire que ce que eux ils ont récolté, c'est ce que leur arrière-grand-père, le leur ou pas le leur, hein, parce qu'on peut avoir fait l'acquisition d'une forêt il y a 10 ans, mais on a quand même récolté un arbre, un chêne, qui a été planté par un arrière-grand-père. Ah bah, Donc on récolte toujours le fruit de ce que quelqu'un a semé,
Et puis, c'est quand même assez sympa. Ma question était un peu provocatrice, c'est vrai, mais derrière, c'était l'idée que on, on plante quelque chose de réel, quoi. On va laisser une marque, en fait, avec cet arbre. Ah ben, alors là, pour le coup, le concept d'héritage est tout à fait approprié Ouais, dans le le chêne. patrimoine, ouais. Là, on parle d'un héritage, c'est vraiment, c'est ce que tu disais, Adrien, c'est sur des échelles de temps qui aujourd'hui qu'on n'arrive pas à établir, en fait, dont on n'arrive pas à se rendre compte. Il n'y a que les forestiers qui ont cette vision du temps, en fait. Hein. Ah bah oui, puis très clairement, alors là, c'est pas de la patience qu'il faut, c'est vraiment être converti encore une fois, là, c'est un peu comme la religion. Le chêne, voilà, on pourrait faire un parallèle entre le chêne et la religion, voilà, c'est ça. Donc, le reboisement, on l'a compris. Il y a on va peut-être parler des deux modes de sylviculture qui peuvent exister, Ouais, tout à fait. si tu Donc, veux bien. historiquement, le chêne a fait l'objet de beaucoup de plantations en France. C'est-à-dire qu'après coupe rase de différents types de peuplements, on a réintroduit des chênes de façon monospécifique dans des peuplements. Alors, c'est Euh, mal, la coupe rase. Hein. oh, non. Adrien, on n'est pas là pour débattre de ce sujet. On pourra faire un podcast si on le souhaite Non, mais sur les coupes rases. on peut en dire deux mots, par Mais contre. oui, non, mais On peut dire que c'est lié à un mode de culture. tout à fait, tout à fait. La coupe rase avait, on va dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus une histoire de communication aujourd'hui sur la coupe rase. Et le fait est qu'aujourd'hui, elle est moins appropriée avec les conditions un peu climatiques que l'on connaît. Vous mettez des régénérations naturelles de chênes en plein soleil après une coupe rase, vous avez quand même des taux d'échec qui sont assez importants. Dans ce contexte-là, la coupe rase, c'est vrai que c'est peut-être plus forcément le meilleur moyen de Adapté. cultiver des chênes. Mais lorsqu'on travaille sur de la futée régulière, on va passer par une coupe rase. C'est ça, tout à fait. On va passer par une phase de coupe rase. Donc, je parlais de plantation, mais pas forcément avec à terme une plantation. Vous pouvez tout à fait régénérer du chêne de manière naturelle, grâce à des glandés, en fait, et vous occuper de la régénération naturelle. Le problème de la régénération naturelle de chêne, c'est que vraiment, il faut apporter un soin tout particulier parce que, en général, ça se régénère ça se régénère bien sur certains types de sols, notamment des sols assez acides. Mais du moment où vous avez une grosse concurrence de la végétation herbacée, c'est plus compliqué. Hein. Si vous avez sur des terrains, pareil, je prends des terrains que je connais bien, notamment Saône-et-Loire, vous allez sur la plaine de Chalon-sur-Saône, quand il faut régénérer du chêne de manière naturelle, quand vous avez de la ronce qui arrive à pousser de 2 mètres par an, c'est Cher, hein. difficile. Et ça coûte cher. Il faudrait presque passer faire des dégagements 2 fois par an. Mais on parle de la ronce, mais s'il pousse avec du hêtre ou du charme. C'est ça, mais parce que donc c'est ce que je disais, plus sur des sols un peu plus acides, donc où la ronce se développe moins facilement et moins productive, c'est beaucoup plus facile à régénérer. À ce moment-là, c'est tout à fait possible de passer par ce qu'on connaît, coupe d'ensemencement, coupe secondaire, coupe définitive, un schéma, quoi qu'il en soit, assez classique. Maintenant, on a un deuxième type de gestion qui se développe maintenant euh, depuis quelques années, qui est porté un peu qui a été porté par certains experts, qui consiste à faire de la futaie irrégulière en chêne. C'est notre taille sous-futée. Notre taille sous futaie. Alors, taille sous futaie. Alors j'ai l'esprit provocateur aujourd'hui. Ouais, je vois ça. Donc Adrien provoque Non, un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nous. Oui, dans un sens, c'est pas nouveau comme sylviculture, hein, c'est pas nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, le taille sous futaie, on appelle plutôt ça un mélange de futaie taillis. Déjà, c'est plus cohérent. On va pas chercher un équilibre dans les classes de diamètre qui soit un équilibre parfait en nombre de tiges. Mhm. Donc ça, c'est une chose. Mais encore une fois, là, on rentre dans des méthodes de sylviculture qui sont, alors vraiment, auxquelles j'adhère. Vraiment, moi, c'est, encore une fois, si on parle de mes passions, c'est le chêne et la sylviculture irrégulière du chêne. Parce que moi, Pourquoi parce que moi, je suis originaire donc des futaies jardiniers du Jura. Donc, en futaies jardinier, en résineux, on a toujours on s'est toujours servi de la régénération naturelle pour renouveler les peuplements. Et c'est une technique que j'apprécie mettre en œuvre aussi dans du chêne.
bien que ce soit encore une fois très technique et que ça impose beaucoup de suivi. Euh, parce que il faut être très bon dans le dosage de la lumière, il faut être très bon enfin, le fait que le sol soit réceptif, il faut pas qu'il y ait eu de tassement, il faut donc encore une fois que la lumière soit bien dosée, il faut que ça soit une année propice aux glandés, il faut que les populations de gibier soient pas trop importantes parce que sinon ils dévorent votre régénération. On a de la pure gestion, là. Hein. Ah, là, on est rentre dans du de la grosse technique et du suivi vraiment intensif. Hein. Ouais. Là, on parle de, voilà. Ouais. Là, il y a quand même il y a quand même un savoir-faire derrière. Ouais, il y a un savoir-faire. Et puis derrière aussi, faut pas oublier qu'au niveau de la gestion, même, je vais parler de gestion pure, vous coupez une parcelle de chêne de 10 hectares à blanc. Vous l'avez coupé, vous l'avez régénéré. Vous avez ouvert des cloisonnements parce qu'il va falloir venir entretenir les semis de chêne qui se sont développés. Donc finalement, vous allez implanter votre cloisonnement et après, finalement, c'est assez, comment dire, classique. Vous allez trouver une entreprise qui fait des travaux sylvicoles. Vous balancez l'entreprise dans vos 10 hectares de coupe à blanc. Vous dites au responsable du chantier, je veux avoir un chêne de dégagé tous les 4, tous les 6 mètres. L'entreprise fait ses 10 hectares, il n'y a pas grand-chose à contrôler. En futaie jardinier, vous allez devoir localiser au GPS vos tâches de semis, que les ouvriers sylvicoles soient formés pour dégager les semis, parce qu'il faut pas trop dégager, parce que sinon, encore une fois, vous allez faire apparaître la ronce. Si c'est pas assez dégagé, les semis vont étouffer. Donc c'est quand même une gestion beaucoup plus compliquée. On est moins dans la lumière là. Puis on est moins dans l'industrie. On est moins dans l'industrie quoi. Quand vous faites de la régénération. Vous faites des îlots de régénération qui font 10, 15 heures. Ça sert à rien d'envoyer 10 personnes de votre équipe d'ouvriers sylvicoles pour faire des parcelles. Hein. On se met d'accord. Et la méthode de sylviculture sur la qualité de mes bois, futée régulière ou futée irrégulière? Alors là, c'est une très bonne question. Parce que j'ai envie de vous dire futée irrégulière. Parce que dans la fusée irrégulière, théoriquement, si vous êtes bon dans la gestion, vous gardez vraiment un rythme de récolte et donc de production très régulier. Vous êtes censé avoir des cernes, donc des accroissements très réguliers. Alors que dans l'irrégulier, dans du régulier, excusez-moi, vous passez par des phases donc de compression où la concurrence augmente. Et des phases donc de libre croissance où à ce moment-là, le bois profite vraiment de la mise en lumière. Et vous êtes censé obtenir des grains moins réguliers. Donc Troncé qui fait partie. Voilà. Donc voilà. Non, Xavier, s'il te plaît. Voilà. Donc Troncé qui est donc qui nous offre les plus beaux chênes de France et peut-être d'ailleurs, et donc une futée irrégulière. voilà pourquoi je savais qu'il avait amené sur ce terrain. Non, parce que voilà un très beau contre-exemple en régulier. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. On arrive à faire de très belles choses en régulier. On fait des très belles choses en irrégulier. Après, c'est vraiment une histoire de philosophie aussi, encore une fois, du propriétaire. Hein. Le chêne, moi j'ai rencontré des gestionnaires forestiers qui étaient super à l'aise avec le résineux, des très très bons gestionnaires, mais dès qu'ils arrivaient dans le chêne, plus de difficultés, parce que comme tu le dis, c'est quand même, il y a un savoir quand même, puis il y a une expérience, de vécu, et notamment dans la reconnaissance des qualités quand même. Oui, les qualités dans le chêne sont quand même assez compliquées à percevoir. Tu nous dis un mot là-dessus peut-être. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure finalement, c'est que le chêne, déjà en fonction du terroir, ça peut vraiment changer du tout au tout. C'est-à-dire que c'est vraiment quand même une essence qui est assez subtile à appréhender parce que un bois sur pied, selon les secteurs, vous allez avoir des secteurs où vous avez des risques de rouge, vous avez des secteurs où vous avez du risque de roulure, vous avez des secteurs où vous avez du risque de gel. Donc c'est vraiment, quand vous connaissez pas un secteur en chêne, les acheteurs de bois en général, ce qu'ils font, ils sortent leur sondeuse. Hein. Ils appellent les copains. Ou ou en général, t'appelles pas trop les copains parce que ça veut dire que les copains ils vont savoir que tu viens acheter du bois à côté de chez eux, puis on peut être trop content. Donc vous passez à la bonne vieille méthode, vous prenez votre sondeuse et puis vous allez sonder tous les bois, savoir s'il n'y a pas du rouge ou de la roulure, parce que vous pourrez avoir des grosses surprises. C'est quoi les écarts? Des écarts de prix, vous allez presque du simple au double. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que exemple. c'est-à-dire qu'un exemple, vous avez estimé, parce qu'en général les bois rouges, c'est des bois qui ont une super écorce, un super fil, c'est ce qu'on constate régulièrement. Vous avez estimé un bout de mérin à 500 ou 600 euros, et puis derrière vous sortez un pleu rouge
à 100 ou 120 euros le mètre cube bord de route, je vais vous dire, vous avez compris ce que c'était que de vous tromper, hein. C'est quoi? Destination du Mérin, c'est quoi? Le Mérin, bah, c'est fait pour produire de la douelle pour faire des tonneaux avant. D'accord. Et le plot? Le plot rouge, c'est fait pour faire de la menuiserie de basse qualité. Après, vous avez des acheteurs pareil, qui arrivent à valoriser les plots rouges, mais jamais au prix du Mérin, mais sur des marchés de niche bien spécifiques. En fait, parce que quand vous sciez du plot rouge, ça fait un aspect assez rustique comme ça, et qui est apprécié dans certains domaines. On peut peut-être parler des qualités de la plus basse qualité. On va peut-être pas tous les citer, mais pour citer des exemples, avec des rapports un peu prix, avec des fourchettes. Donc, on commence par le houppier. On commence par le houppier, boîte de chauffage, bois énergie. 4, 5 euros, 6 euros selon les régions, 8 euros dans certains coins. C'est ça, 8. Après, ouais, pareil, vous arrivez à monter à 10. Oui. 10, 15 euros dans les secteurs. J'ai vu plus. Voilà, dans les secteurs dans le nord de la France où il y a très peu de bois. Nord-ouest, vers les îles anglo-saxonnes. Là-bas. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors après voilà, les ordres de prix, on va mettre ça de 2 à 15 euros. Je pense qu'on est dans le juste. On peut trouver un peu plus cher si on se débrouille bien, et voilà. Et voilà. Et on a quoi après comme qualité? Après, donc, vous avez ce qu'on appelle de la qualité traverse. Chemin de fer. Chemin de fer et traverse paysagère. Donc ça, c'est la qualité donc, qui se situe juste en dessous des branches, où en général, je devrais pas le dire, je vais me faire insulter par certains de mes collègues, mais où vous avez une petite tolérance dans du nœud pourri même. Allez, je mets une petite parenthèse. Nœud pourri, on donne le petit truc là. Voilà, et puis donc ça tolère quand même des gros nœuds avec une certaine régularité. Donc vraiment, c'est la partie haute de l'agrume. Et donc ça, c'est de la qualité traverse en termes de prix. Donc là, on va parler, j'en suis en train de réfléchir. Sur pied. Sur pied, allez, je vais faire un prix sur pied pour que... Avec une fourchette. Ouais, avec une fourchette assez large sur de la qualité de traverse. Aujourd'hui, en fonction, ça dépendra beaucoup, donc les prix du chêne en fonction du diamètre. Oui, le diamètre est très important. Très important, parce qu'il est très corrélé avec le rendement derrière. Ça, dans les estimations, souvent, on voit des gens qui se sont trompés dans leur estimation parce que sur les volumes et sur le prix hectare, on est bon, mais la proportion de très gros bois ou de gros bois n'étant pas, eh bien, on n'est pas du tout dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est ce qui est logique, hein. Quand vous voyez de toute façon, les prix vont crescendo dans le chêne. Quand vous partez de bois qui font 0,5 de moyenne, enfin donc 0,5 mètres cubes de moyenne, à des bois qui font 3 ou 4 mètres cubes et plus, vous avez un écart de prix qui est significatif. Très clair. Si sur une forêt, vous avez 2000 mètres cubes de bois de 0,5 ou 2000 mètres cubes de bois qui font 4 mètres cubes, le prix de la forêt, on ne parle pas de la même chose. Donc le prix de la traverse? Le prix de la traverse, allez, en fonction des régions, vous allez être sur pied entre 20 et 50 euros. 20 et 50 euros, ok. Et après, on a quoi? Donc après la traverse, vous allez avoir ce qu'on appelle les avivés. Donc de l'avivé un peu classique, enfin un peu tout venant. Donc c'est de la qualité où les nœuds, ça reste du nœud sain. Donc pas de nœud pourri, nœud sain présent en quantité raisonnable. Et pour le commun des mortels qui ne sait pas ce qu'est de l'avivé, ça sert à quoi? De l'avivé, bah, ça sert pas. Ça sert donc à faire beaucoup de parquet, notamment. Parce que, puis en plus, il devient à la mode, le parquet, là. Ah oui, non, mais c'est des gros marchés aujourd'hui. Les marchés pour de l'avivé, notamment, beaucoup de scieurs font de l'export en avivé parce que ça porte dans les pays asiatiques. Et puis derrière, c'est transformé là-bas en parquet, enfin, donc en lame de parquet, ça revient chez nous derrière. Puis les Asiatiques savent nous renvoyer de la petite lame en 50 cm, là. C'est ça, ouais, c'est ça. 50 par 7, hein, si je dis pas de bêtises, qui se vend bien, en plus à des prix plutôt imbattables. Et puis en plus, c'est un bois qui est quand même agréable sous les pieds, peut marcher pieds nus même en hiver, c'est chaud, ça se démode pas, c'est inusable. Un parquet qui fait 2 cm d'épaisseur, c'est inusable. Oui, et puis encore une fois, on peut pas comparer dans le côté sentimental. La patine au fur et à mesure du temps qui passe, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai converti ma femme, hein, je donne des anecdotes personnelles quand même, mais moi, je n'aime que le parquet parce que l'hiver, dans nos pays auvergnats, on est ici en Auvergne, il fait aussi froid que dans le Jura, eh bien, l'hiver, c'est super agréable, c'est pas le carrelage, excusez-moi les vendeurs de carrelage. Donc, on a l'avivé, et après, on a quoi? Eh ben déjà, donc si on parle de prix en termes d'avivé,
Grosso modo, encore une fois, c'est vraiment des fourchettes que je vais vous donner. Sur de la VV, vous allez être entre 70 et encore une fois 120 euros du mètre cube. Il y a un gros écart. C'est quoi? C'est le veinage qui fait le Ouais, veinage, pareil, nœud, le veinage, grain, la présence de nœuds ou pas, la taille des longueur. nœuds, le diamètre, encore une fois, beaucoup, en général. Si vous arrivez à faire des gros avivés, des sciages de 50 de diamètre, ça n'a pas du tout le même prix. C'est pour ça que je vous donne des fourchettes qui sont vraiment, vraiment Ouais. larges. Et puis, je les prends avec des pincettes parce que c'est vrai aujourd'hui. Je vous dis pas que ça sera vrai demain aussi. Mais c'est là qu'on voit que acheteur de chêne, c'est chaud quand même. Hein. Ah ben c'est très chaud parce que on nous demande d'acheter aujourd'hui, on nous demande d'acheter des bois. Le client vous appelle le lundi, il veut sa commande de sciage de sciage en 27 millimètres pour faire ses produits. Il faudrait avoir les bois, enfin faut avoir du stock ou faut avoir les bois immédiatement. Et aujourd'hui c'est pas possible. On sait que le temps d'acheter une coupe de chêne. Aujourd'hui, bah voilà, on est en hiver, il y a plus, on a tout le mois de décembre, il y a plus, on va plus pouvoir débarder, on va pas pouvoir sortir nos bois. Ça veut dire que les bois, on va les avoir que dans 3 mois. Une fois que vous aurez vos bois, il faut le temps de les scier, il faut le temps de les sécher, il faut le temps de les conditionner, il faut le temps de les livrer aux clients. Donc c'est vraiment, Oui, ça prend du temps. ouais, ça prend du temps et c'est très très très, c'est super risqué comme profession. L'achat, c'est vraiment que voilà, Faut pas se planter. on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le On droit n'a à pas le l'erreur. droit à l'erreur. Après la vivée. Donc, après l'avivier, vous allez avoir ce qu'on appelle des avivés premier choix, donc du bel avivier. Donc ça, c'est du sciage mais net de nœuds. Donc là, sur des gammes de prix qui vont tourner enfin, allez, j'aurais pu faire une petite parenthèse pour la charpente entre-temps. Oui. Donc, allez, la charpente, grosso modo, c'est le même cahier des charges que pour des avivés classiques, sauf que vous avez plus de longueur, parce que il faut faire des pièces plus intéressantes. Mais pareil, pour faire de la charpente, il faut un certain diamètre. Vous allez être sur des ordres de prix aux environs de 150 euros le mètre cube, entre 130 et 150 euros le mètre cube sur pied. Et attention, la charpente chêne aujourd'hui, Ça se vend bien. Chez le marchand de Oula. matériaux, Ça se vend très cher. Hein. ça se vend très cher. Très cher. Hein. Et puis beaucoup, pareil, encore une fois, les pays anglo-saxons sont très demandeurs de charpente en chêne. On fait plus de charpente en châtaignier, réellement? Si, ça se fait encore, mais pareil, mais c'est bien rare. Hein. Ouais, c'est rare, et puis c'est très cher. C'est hein, pour les belles constructions. Ouais, encore une fois, le problème, c'est une histoire de prix. Plus cher chez le constructeur que le chêne? Ah, c'est... Du fait de la rareté? Ouais, je suis pas spécialiste du châtaignier, mais les prix, je dirais équivalent à du chêne, en tout cas. En Auvergne, on trouvait beaucoup de charpente En châtaignier. en châtaignier, hein, mais on en trouve de moins en moins. Aujourd'hui, on est sur de la charpente sapin, de la canadienne Classique. classique. Hein. Ouais. Donc, ok, charpente. Beaux avivés avec des ordres de prix qui sont net de nœuds, qui sont autour de 200 euros le mètre cube, grosso modo. On commence à monter là. Hein. On commence à monter. Enfin, allez. On est où là, dans le chêne là? On est où? Vous êtes au-dessus juste au-dessus de la bille de pied. Ok. Donc vous êtes en fonction des secteurs, je vais pas vous donner. 3-4 mètres. Voilà, je vais pas vous donner. En fonction des régions, ça sera compris entre 3-4 mètres du sol. C'est ça. Et 6-8 mètres dans d'autres régions. Donc c'est pas facile de déterminer cette qualité. Et donc après, ce qu'on va appeler les qualités A et B, donc les qualités tranche, plat, B plat puis B mérin. Donc ça, c'est vraiment la qualité bille de pied pure. Et là, les ordres de prix, là, ça peut s'envoler déjà rien qu'en fonction c'est même compliqué de donner une fourchette de prix parce que aujourd'hui, du mérin en forêt de troncée, ça, je vais pas dire que ça n'a pas de valeur, mais je vais vous donner une ordre de prix à 800 euros le mètre cube sur pied. C'est juste gigantesque. Ouais, c'est énorme. Et puis, mais on peut quand même faire une parenthèse parce que j'ai eu l'occasion, tu m'as fait venir et visiter parce qu'on a eu l'occasion de visiter une tonnellerie ensemble. Je ne sais pas si on peut la citer. Oui, ça leur fera de la pub. Voilà. La tonnellerie d'Amy, qui est quand même une sacrée belle tonnellerie. On salue d'ailleurs la tonnellerie d'Amy ici, qui est quand même bien implantée, je pense, au niveau français, et puis peut-être même un peu plus, hein, je pense. On a eu, toi et moi, l'occasion de faire le tour de leur production et de leur savoir-faire. Tiens, ça serait intéressant un jour d'aller les voir et de faire un petit podcast avec Jérôme Damy, qui est meilleur ouvrier de France, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, ouais. Et là, on est sur un savoir incroyable. Hein, ouais, avec un rendement, des pertes. Mais moi, j'ai halluciné.
Ouais, après là, on est sur la haute gastronomie française, on est sur les mêmes, entre guillemets, on est sur les mêmes créneaux, on est sur des marchés d'ultra niche. C'est de la haute voltige, hein, c'est Ouais. Avec des stocks incroyables. ouais, des stocks incroyables, il faut avoir des trésoreries De fou. de fou, il faut arriver à livrer des clients dans le monde entier, c'est un métier vraiment, c'est à part. Encore une fois, moi, pour moi, la tonnellerie, c'est un peu le Paul Bocuse Ouais. du bois, quoi. C'est Ouais, vraiment. mais il y a un savoir-faire, Xavier. Moi, j'ai été vraiment, on les remercie encore, hein, parce qu'on a passé un moment incroyable là-haut avec eux. Mais moi, j'ai vu un savoir-faire. C'est rare de voir un savoir-faire comme ça, quand même, hein. Ah, mais ouais, Jusque dans lorsqu'on vient brûler, enfin brûler surtout pas d'ailleurs, mais chauffer. chauffer le tonneau et que selon le temps de chauffe, on pourrait mettre tiens des photos sur le site. Selon le temps de chauffe, on va donner une odeur Un arôme. bien spécifique, un arôme bien spécifique au vin, demandé en lui-même par le producteur de vin. Donc en fait, nos vins ne commencent pas dans les vignes, nos vins commencent dans nos forêts. C'est vrai. Et ils ont commencé il y a 200 ans. 150 ans, 200 ans. 200 ans, ouais. Et là, quand on se rend compte de ça, mais on voit la valeur du vin. Oui, ouais, Hein. bien sûr, bien sûr. Et la valeur d'un chêne aussi, hein, Et la valeur d'un chêne. Je suis d'accord. Ouais, et la valeur d'un chêne aussi. Donc voilà, tout ça c'est pour ça, là, je vais vous donner vraiment une échelle, enfin, une échelle enfin, ça veut pas dire grand chose que je vais vous dire, mais voilà, grosso modo, sur la qualité bille de pied, vous allez être entre 220 et puis 1000 euros, le mètre cube. Ouais. Donc ça donne pas vraiment d'indication, mais voilà, c'est pour vous dire un peu l'étendue des qualités qu'on peut retrouver dans le chêne. Pour finir sur cette essence qu'est le chêne et qu'on aime tant, il y a des crus que Xavier Rousset apprécie plus que d'autres. On a Romanée Conti pour le vin, on a je sais pas, la Lande Pomerol, on a quoi dans le chêne? Allez, les crus classés top 1 jusqu'à top 5. Allez, hop. Top 1, je pense, on a Tronchet, de toute Ouais. façon. Derrière, je pense qu'on a les Bertranges qui Oui. arrivent par la suite. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a, pour moi, après, hein, moi je suis, faut pas, j'ai pas parole On va d'évangile. encore entendre parler du Jura. Hein. Non, pour moi, j'ai Forêt d'Orient. Ah oui. C'est vraiment Moi, c'est ma top 1. Même si les qualités ne sont pas les qualités de la forêt de Tronchet et de la forêt des Bertranges, même si moi, je connais bien la forêt des Bertranges parce que je suis né pas très très loin. La forêt d'Orient, quand même, c'est quelque chose. Oui, et puis après, vous avez les secteurs. T'as vu les longueurs? Oui, mais vous avez la Puisée derrière qui a un super cru. Vous avez les secteurs Saint-Martin-en-Bresse, Samson-et-Loire, c'est très très beau cru. Après, je vais pas Des monter. bois plus courts? Des bois plus courts, des bois plus de TSF, pareil, des bois plus courts, mais avec des très très belles ouvertures. Après, vous avez des secteurs, voilà, vous avez des secteurs exceptionnels. Darnay, vous voyez des bois qui se vendent à 1000, 1200, 1300 euros le mètre cube. Alors pourquoi? Parce que c'est quoi les sols là? Mais là, vous êtes sur des sols calcaires? Non, pas du tout. Là, vous êtes sur des sols argiles, enfin des argiles sur des grès. Les grains sont exceptionnels. Hein. Okay. Les grains sont exceptionnels. Les bois sont les écorces des chênes sessiles magnifiques, des écorces fines à un fil, une rectitude incroyable. Donc et puis après pareil, vous montez sur les domaniales dans l'Est, dans les Vosges, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, vous avez des crus. Le domanial de Languimbert, ces secteurs-là, c'est pareil. C'est des bois exceptionnels, des bois magnifiques. On a passé le top 5, hein. Ouais, je sais bien, on a passé le top 5, mais là, après, encore une fois, puis, alors, moi, j'aime sans aimer les secteurs, pareil, sur la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle. Ouais. J'aime ces bois parce que... L'Argonne, c'est magnifique, l'Argonne, c'est superbe. Mais alors, ces bois, juste, je fais une petite parenthèse quand même sur les chênes. En Lorraine, en général, j'aime et j'aime pas ces bois parce que les bois sont magnifiques par leur ouverture, les grains sont magnifiques. Mais bon sang, l'histoire a voulu qu'il y a eu cette guerre.
Et la mitraille. La mitraille qui a laissé une réelle histoire dans les bois. Et aujourd'hui, vous ouvrez donc, quand je vous parle d'ouverture, c'est, vous sciez des chênes qui ont 100, 150, 200 ans et dans lesquels vous retrouvez les éclats d'obus. Ah oui. Et qui ont été laissés pendant les guerres. Donc c'est vraiment, c'est chargé d'histoire. Si vous voulez des photos d'éclats d'obus, lorsque vous partagez le podcast ou que vous mettez des commentaires, vous nous demandez des photos et puis en réponse, on peut vous mettre des photos. On a quelques photos d'éclats d'obus qui sont tout à fait incroyables, hein, d'ailleurs. Hein. Donc on fait attention, d'ailleurs, qu'on achète une forêt dans le nord-est quand même. Ouais, on peut le dire. Ouais, bien sûr. Il faut faire gaffe, il y a une vraie décote à mettre et une part de risque qu'il faut pas négliger. Ouais, bah alors là, si on parle de l'investissement forestier pur dans du chêne, on peut en dire quelques mots. Ouais, on est en train de dépasser de quelques minutes, mais c'est pas grave. On est dans quelque chose d'intéressant là. Ouais, alors là, par contre, pareil, si vous n'êtes pas un connaisseur de chêne avisé, moi, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner sur de l'investissement en chêne. Les risques sont vraiment trop importants pour y aller tout seul et au pif, j'ai envie de dire. Hein. Là, il faut se faire accompagner. C'est simple. Je fais souvent ce petit calcul. C'est que je te pose une question. Est-ce que, à vue de nez ou à vue d'œil, est-ce que 10 mètres cubes d'écart dans une forêt de chêne, tu le vois? Une personne lambda. À l'hectare, tu veux dire? À l'hectare, bien sûr. À l'hectare, non, tu le vois pas du tout. Ok. Lorsque tu as une chaînée moyenne, plutôt intéressante, en moyenne, ton chêne coûte combien? En moyenne. C'est juste pour faire mon petit exercice. Allez, je vais mettre 130 €. Voilà. Donc, ça veut dire que quand tu as 10 mètres cubes multipliés par 130 €, tu es capable de te tromper de 1300 € de l'hectare. Oui. Ça veut dire que quand tu travailles sur une forêt de 35 hectares, prenons, c'est une petite forêt, 35 hectares, c'est pas courant, c'est courant. Ça veut dire que si tu ne fais pas d'inventaire ou si tu n'y vas pas avec quelqu'un qui a la connaissance des qualités locales, etc., et que tu n'as pas d'inventaire, hein, ça c'est important, ça veut dire que tu vas te tromper sur une forêt de 35 hectares de 45 000 €. Donc ça vaut peut-être le coup de payer quelqu'un ou de demander un inventaire ou de bien réfléchir et de se faire accompagner toujours par quelqu'un qui connaît. Et sans ça, là, tu es sur des petites échelles. Je te rappelle quand même un exemple qu'on a connu récemment du côté de Bourges, sur des secteurs où il y a beaucoup de rouges, des secteurs où vous achetez des bois que vous avez trouvé magnifiques sur pied parce que vous connaissez rien au chêne, des bois que vous avez estimés à 150 ou 200 € le mètre cube sur pied. Sur une forêt de 100 hectares. Sur une forêt de 100 hectares et vous trouvez 30% de bois rouge dans la forêt. Là, vous comprenez ce que c'est que de perdre de l'argent. Hein. Donc c'est un super investissement parce qu'on ne faut pas finir sur une note négative. Ouais, c'est vrai. C'est un super investissement, mais c'est un investissement où il faut être accompagné. Et lorsqu'on est accompagné par des gens qui connaissent la musique, hein, eh bien, on fait des bons investissements et surtout, on évite de perdre de l'argent. Tout à fait. Ok. Ça a été encore un plaisir de parler avec vous d'une passion qui nous anime tous les jours, d'échanger avec vous et d'échanger avec toi, Xavier, sur le métier, sur notre métier, sur notre savoir, sur ton savoir. Évidemment, si vous avez aimé ce podcast, on vous invite à le partager, à le faire connaître aux amis, à le faire connaître aux collègues, à le faire connaître à tout le monde. Les réseaux sociaux sont là pour ça aussi. Merci à tous. On se retrouvera bientôt dans un nouveau Good Morning Planet. Et en attendant, à très bientôt. Au revoir, Xavier. Au revoir, Adrien.